Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez donc écouter la suite de cette vidéo qui est aussi l'exact reflet de ce que j'ai discuté sans les échanges bien entendu lors de la conférence que j'ai donnée à Bettencourt-sur-Somme sur les violences. Alors, j'en étais donc à la justice face à ces violences. Comment signaler donc ces violences auprès de la gendarmerie ou de la police? Alors, c'est quelque chose qui, en ville, est un peu plus simple. À la campagne, c'est très compliqué. La plupart des personnes victimes de ces violences morales, et bien comme je l'ai dit dans la première vidéo, ne portent pas de marque sur elles. Donc du coup, il est très difficile de pouvoir finalement définir ces violences quand elles sont morales. Alors, il peut y avoir effectivement des personnes en état de dépression, je vais dire, ou en état d'incapacité de relier un certain nombre d'événements entre eux, ce qui peut mener effectivement en zone rurale à l'absence de croyance de cette violence. J'ai eu l'occasion, en travaillant avec des patients, d'apprendre que certains d'entre eux ont pu sortir de ces violences morales, notamment par l'intermédiaire en fait d'une thérapie, donc avec un psychiatre, et aussi de plus en plus, je crois qu'il me paraîtrait important pour la ville de former des policiers, par exemple, puisque c'est eux qui réceptionnent la plainte des violences morales, et bien pour leur permettre de pouvoir trouver des signes qui vont aider à ce que la personne victime de violence soit crue. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la violence morale a énormément de difficultés d'être prouvée. Donc vous imaginez, en zone rurale, ces violences, finalement, de par l'éloignement géographique d'un point de centralisation des plaintes, les personnes se retrouvent un petit peu délaissées et généralement vont plus loin dans la fermeture sur elles-mêmes, puisque ces violences ont tendance à être pérennisées au sein de la famille. Donc je reviendrai tout à l'heure pour expliquer un petit peu la raison de cette attitude. Ce qui m'amène aussi à quelque chose d'important, c'est lorsque l'on va déclarer cette violence auprès de la police, il y aura forcément une conséquence. Et la conséquence, c'est l'instrumentalisation des enfants dans le cadre de cette violence. Prenons un exemple. Monsieur ou Madame X veulent se séparer parce qu'il y a un problème et que la violence a été dénoncée. La personne qui va rester, on va utiliser les enfants comme des moyens de régler finalement ce problème de violence. N'oublions pas que dans le cadre de la manipulation à forme perverse, il n'y a pas de possibilité de dénonciation. C'est-à-dire que le manipulateur va détruire le manipulé en ouvrant finalement la boîte de Pandore et en cherchant une multitude finalement de moyens pour maintenir sa victime entre ses mains. Et c'est généralement, dans les couples formés, les enfants qui en payent les frais. Il faut savoir que l'instrumentalisation des enfants n'est pas non plus une fatalité. Lorsque les personnes dénoncent ces violences, elles entament généralement une procédure de séparation. Il faut savoir que les enfants peuvent être manipulés et même être finalement un jeu au travers les mains du manipulateur. La personne manipulée de manière naturelle va s'opposer à ce genre de choses, mais il y a des menaces qui vont être de plus en plus perceptibles et de plus en plus latentes et qui vont finalement pousser les gens à prendre peur par rapport à cette séparation. L'instrumentalisation des enfants est donc un point clé dans le cadre de la séparation. Les enfants manipulés à l'école, on peut arriver un petit peu à les découvrir. Moi, dans le cadre de mon cabinet, lorsque j'ai reçu des enfants victimes de parents manipulateurs, ou en tout cas avec un manipulé et un manipulateur, manifestent un certain nombre de symptômes. Alors, ces symptômes, ça peut être par exemple de l'hyperactivité. Ça peut être aussi transférer toute la violence qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes sur l'extérieur en ayant des comportements scolaires qui peuvent amener le responsable de l'établissement à convoquer les parents en demandant un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc, il y a ce que j'appelle des victimes collatérales dans la déclaration de ces violences
face à la justice. Néanmoins, et c'est là qu'il faut vraiment faire attention, que les victimes gardent vraiment conscience que ce qu'elles vivent est quelque chose d'anormal qui doit absolument être, qui doit être dénoncé, et ça demande donc une aide et un soutien absolument important. Alors, je dirais que l'instrumentalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, va un petit peu déboussoler la victime. C'est-à-dire que la personne va se sentir pris entre le marteau et l'enclume, comme on dit, et être dans l'incapacité à 99,9% du temps de pouvoir se défendre, toujours parce que le manipulateur aura induit l'idée que si quelque chose se passe, eh bien, les enfants n'auront plus de lien avec la personne qui va quitter en fait la maison. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Enfin, pour terminer sur cette vidéo, en ce qui concerne la dénonciation auprès de la justice de la violence, eh bien, il faut savoir que cette violence, comme je l'ai dit lors de la première vidéo, va aussi arriver sur le lieu de travail. Une personne violentée va reproduire ce schéma de manière concrète, hein, et il y a une raison, en fait, à cette reproduction dans le cadre professionnel. Voilà, merci pour m'avoir écouté. À tout de suite pour la troisième partie de cette vidéo. Au revoir, à bientôt.